Eh ben, du coup, merci, merci Mickaël de m'avoir invité aujourd'hui là. Mais il n'y a pas de quoi. Alors pour te présenter un petit peu, et je te laisserai un peu poursuivre plus en détail, mais en gros Mickaël, je l'ai rencontré dans une soirée à Genève, et en fait j'étais en train de discuter avec des gens que je connaissais pas et avec qui je discutais un peu de mon projet vidéo, et je leur disais que voilà, que ce projet était parti avant tout au départ d'un rêve, d'une passion, d'une envie, et que un petit peu tout s'est structuré naturellement autour de ce projet-là. Et du coup, au moment où je parlais de ça, il y a Mickaël qui est arrivé dans ce cercle d'amis et il m'a dit que voilà, il a commencé à raconter son histoire, et ça m'a vraiment inspiré. Et du coup, je me suis dit je voulais partager ça avec vous parce que son histoire, voilà, vous allez voir, elle est assez inspirante. Et du coup, je te laisse un peu te présenter et nous dire un peu d'où tu viens, qui tu es, pourquoi ce projet, etc. Salut tout le monde. Yes. C'est bizarre en Bruxelles. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, j'ai 28 ans, je m'appelle Michael. Ça fait à peu près 1 an que je travaille sur ce projet-là. Quelques mois plus sérieusement parce qu'on a pu avoir un local où on peut vraiment commencer à travailler. Yes. Donc le projet, en gros, c'est de réutiliser des déchets qu'on trouve en ville pour en faire une ressource qui est de la valeur. Donc là, dans le cas précis de mon entreprise, qui s'appelle Gemino, c'est de prendre les déchets de brasserie, les drèches, pour faire pousser des champignons dessus ou faire des biomatériaux. C'est un matériau qui ressemble un peu à du Sagex. Et donc voilà, moi je suis un peu porteur de ce projet-là. Je suis entouré par pas mal de personnes qui soutiennent aussi ce projet. Cool. Et là, on a démarré, on attend que, attend que ça démarre, que ça prenne. Ouais. Et alors, raconte-moi un peu, quelle vie tu as eu avant ce projet-là, quelles étaient peut-être tes aspirations de l'époque et comment ça a changé et comment t'en es venu là en fait? Alors moi, à la base, j'ai pas du tout une formation, ça n'a rien à voir avec les champignons. Donc j'ai fait une mature en maths info à Genève. D'accord. Après, j'ai fait un bout d'uni, c'était pas trop mon truc. Et puis, au final, je suis entré à la police. Ça s'est très mal passé pour moi, on va dire. Pour des raisons personnelles, je vais pas aller trop dans les détails. Mais grosso modo, j'ai fini la police l'année passée et je me suis retrouvé à chercher du boulot. Donc, plutôt que perdre mon temps à pas trouver de boulot et à chercher dans le vide, j'ai décidé de travailler sur ce projet-là. Est-ce que tu cherchais à mettre du sens aussi dans... Je cherchais en fait, à la base, je cherchais un boulot qui ait du sens. Oui, de base, en faisant policier, c'était recherche de sens aussi. Et du coup, après, je voulais un travail qui ait du sens, mais c'est pas forcément facile à trouver sans formation, sans niveau universitaire d'études, avec 4 bachelors, 2 doctorats et SIM. Carrément. Voilà. Donc, j'ai plutôt recherché ce que j'aimais faire. Je me suis dit qu'avec ce que je savais faire à la base et ce que j'aimais faire, donc travailler avec les champignons et apprendre à les connaître, il y avait du potentiel pour des projets sociaux, environnementaux et qui a du sens. Cool. Et du coup, ça, c'est pour la partie sens. Et du coup, j'imagine que dans ce sens-là, tu avais aussi, vu qu'on revalorise des déchets, j'imagine que tu avais une sensibilité écologique. Tu avais une sensibilité peut-être un peu humaniste. Alors, c'est plus, en fait, le projet, il est né parce que j'ai postulé dans une champignonnière à Genève. Et en allant voir comment ils cultivaient là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un défaut au niveau de la production. Donc, aussi pour le fait, ils prennent du substrat qui vient de l'étranger, ils le mettent dans les caves, ils arrosent et le champignon il sort et il a le label Genevois. Et je me suis rendu compte que ce mode déficient de production, il pouvait être assez facilement remplacé avec les connaissances que j'avais et mes compétences. Donc, c'est surtout en fait en me disant pourquoi il est déficient, c'est que si on importe la matière de l'étranger, on perd tout ce potentiel du champignon à recycler des déchets, à redonner de la valeur à quelque chose qu'il n'y en a pas. Et on évite des transports, on permet de récupérer des emplois non qualifiés et surtout on retrouve un savoir-faire qu'on n'a plus dans la région. Alors, voilà. Et c'est comme ça que le projet est né en se disant, je me suis plaint que la production était déficiente, je me dis c'est pas possible.
On pourrait produire beaucoup mieux, plus intelligemment. Ouais. Et alors pourquoi on le fait pas? Et parce que je me suis plaint, je me suis dit, j'ai qu'à le faire moi. Et tu as trouvé du coup les solutions Exactement. Avec les circuits courts, avec la revalorisation des déchets. Déchets que du coup tu utilises en connexion directe avec un brasseur. Exactement. Qui lui aussi est donc de Genève, tu disais, et qui est en bio. Alors lui, il ne vend pas sa bière avec un label bio. Par contre, il utilise du malt bio pour sa bière. D'accord. Donc, in fine, finalement, ton produit final sera bio. Mon produit final, oui, parce que j'utilise que de la matière première bio. Donc là, la paille bio du domaine de l'abbaye après Singe. Yes. Donc ça, c'est que du bio. Son malt, il est bio. D'accord. Mais il n'a pas fait de demande de label particulier pour sa bière. Donc c'est aussi des coûts, c'est aussi de l'administratif en plus. D'accord. Maintenant, voilà, il faut mesurer aussi entre l'investissement qui est nécessaire et ce que ça rapporte. Complètement. Donc voilà, mais in fine, c'est produire bio maintenant. Par rapport à ta question, c'était pas tellement une sensibilité écologique exacerbée où il fallait que je sauve la planète, il fallait que je vive plus sainement, etc. Mais c'était plus en me disant, si on peut faire mieux, et surtout s'il y a quelqu'un qui peut le faire, pourquoi on le fait pas? Il y a après, le label bio ou dire que c'est bio, des fois on apporte des trucs en hélicoptère pour que ce soit bio. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Qui un peu, marche un peu sur la tête, c'est clair. Donc, alors juste pour que tu m'as fait faire le tour un petit peu de tout à l'heure de la boutique, là c'est assez impressionnant. Donc tu m'as montré effectivement que ta matière première au départ, donc ça va être la paille, ça va être les drèches. Et là-dessus, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus que tu vas mettre en place pour arriver justement à ton produit final, le champignon? Alors, en fonction de si on veut des champignons ou des biomatériaux, c'est pas tout à fait le même processus, mais pour le champignon, en gros, on prend de la paille, on la nettoie, on la pasteurise, on la pasteurise. On y ajoute des spores de champignons. On prend la paille et les drèches ensemble. On y ajoute les spores de champignons, on met ça dans des sacs pendant plusieurs semaines dans le noir au chaud. Et le champignon, il va bien se développer parce que ce qui est sombre et chaud, c'est ce qu'il aime bien. Après, on va vouloir qu'il produise des champignons, donc les parties comestibles, c'est son organe reproducteur. Et pour ça, on va lui faire croire qu'il va mourir. Donc on le stresse, on le met à la lumière, on le met au froid, on le met dans des conditions où il y a énormément d'humidité. Et là, il va avoir peur de mourir, donc il va faire des fruits pour se reproduire. Et nous, on va... C'est ça qu'on va cueillir. Exactement. On le traumatise pour avoir les fruits. Ok, intéressant. C'est super, un bon à savoir. Du coup, après, une fois ton produit final, j'imagine que tu as déjà peut-être prévu des circuits de distribution. Tu sais un petit peu comment tu vas vendre tout ça. Tu as déjà un petit peu... Alors, oui. Justement, ça fait aussi partie du changement de mode de production. L'ancienne champignonnière qui vend uniquement à des grossistes, supermarchés ou grossistes, ce mode de production il n'est pas du tout rentable parce que ces clients-là font tout pour avoir les prix les plus bas. Même si c'est moins cher que le coût de production, eux, ça leur est égal. Donc là, l'idée, c'est plutôt la vente directe comme les marchés, type marché de Carouge ou marché de Plainpalais. Excellent. Et voilà. Ou sinon, maintenant, les supermarchés participatifs comme le Nil, la Fève ou après il y a aussi des épiceries un peu plus locales aussi qui ont des valeurs. Et après c'est aussi des établissements comme les restaurants. Il y a beaucoup plus de restaurants en fait qui ont une sensibilité, de chefs qui ont une sensibilité à des produits locaux, qui est aussi un gage de fraîcheur et de qualité pour le produit. Et vu qu'on connaît le producteur, on sait s'il y a un problème, on peut le dire en direct. On n'a pas besoin de passer par le transporteur qui va dire à son patron ça va rien changer. Donc c'est vraiment le circuit court, la vente directe. Tu t'es intéressé, ça me fait penser, comme ça, je sais qu'il y a une monnaie locale à Genève. L'élément, oui. Si c'est justement Alors j'ai commencé à en parler avec un de ses membres fondateurs, sauf erreur, donc Antonin. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais voilà. Parce que je pense qu'il va finir sur les vidéos. Donc on commençait à discuter, et puis oui, l'idée c'est d'accepter. La brasserie, l'APZ, donc avec lesquels je vais récupérer les drèches, est déjà membre, accepte déjà l'élément comme monnaie.
Cool. Je vais aussi accepter l'élément. Maintenant, j'ai pas encore comme client le tout public pour une histoire de logistique où c'est très difficile de vendre 200 grammes par 200 grammes alors qu'un restaurant prend 6 kilos. Yes. La fève ou le nid prendront quelques kilos à la fois. Et c'est aussi si c'est pas vendu là-bas, je peux aussi le faire sécher ou. Donc c'est vraiment une question de logistique. Plus tard, pourquoi pas. D'accord, justement, ça me fait penser, là, tu parles de quantité. Donc là, actuellement, sur ce projet, tu es seul, bien entouré, tu m'as expliqué, pour la partie un petit peu comptable, etc. Mais pour la partie production, tu envisages de rester seul dans un premier temps? Alors, j'ai quand même des coups de main bénévoles pour la production, donc des futurs employés de la société. Yes. Non, j'envisage pas du tout de rester seul. L'idée, c'est de commencer avec des petites quantités de l'ordre de 300-400 kilos par mois. 300-400 kilos que par mois. C'est une petite quantité. Pour l'histoire, la champignonnière qui produit actuellement sur Genève, elle produit plutôt 42 tonnes par année. Donc, 4 tonnes et demie par mois. Voilà, c'est pas le même rapport de production. C'est clair. Et la personne est toute seule pour produire. D'accord. Et là, tu parles de ce producteur, tu avais sur la région de Genève et sur les environs, là vous étiez les seuls. Exactement. Là, il arrête bientôt la production pour partir à la retraite. Et moi, je suis arrivé avec mon projet à ce moment où lui, il avait besoin de partir à la retraite. Donc, c'est ça qui m'a aussi motivé à me lancer et qui a permis. C'était assez fluide. Ouais, exactement. Excellent. Et du coup, autre chose par rapport à la production, donc là on parle du champignon, les pleurotes. Pleurotes, oui. Et à terme, tu souhaiterais diversifier, je crois qu'on en avait parlé le soir où on s'était rencontrés, tu souhaiterais faire d'autres variétés Alors, pourquoi pas? Maintenant, c'est la raison d'être de cette société, c'est pas de faire des champignons. Donc si on regarde, que ce soit dans le nom Gémino, dans le logo, c'est encore assez discret. Mais il n'y a pas explicitement la culture de champignons. Le but de la société, c'est de produire des aliments sains, donc champignons ou pas champignons, de recycler des déchets. Donc si on peut faire des aliments sains en recyclant des déchets, tant mieux. De créer des emplois sociaux, vraiment c'est la résilience urbaine qui est au cœur de ce projet-là. Génial. Maintenant, Génial. Oui, si produire plus de champignons et plus de variétés permet d'être plus résilient, alors oui. Sinon, on peut même arrêter la production de champignons parce qu'on aura trouvé quelque chose qui permet d'être plus efficace dans ce but-là. D'accord, excellent, ça me plaît. Et tu parlais, je reviens un peu sur les champignons quand même, tu parlais donc il y a les pleurotes, mais tu parlais aussi des biomatériaux. Ça, c'est quelque chose que tu vas t'essayer un petit peu, tu vas voir. Alors on a déjà constaté ici sur place que quand on fait un bloc de champignons, sur lequel le champignon va pousser, donc on met la paille dans un sac plastique, on ferme le sac de façon compacte. Le champignon il sort et une fois qu'on a enlevé le sac, le bloc il reste figé. Donc si on fait sécher ce sac pour vraiment enlever toute l'humidité, on a une brique. Qui pourrait servir à quoi? C'est brique d'isolation, brique. Après, si on met pas un sac plastique, mais on lui donne une forme. À Bruxelles, avec Permafungi, ils font des luminaires, des abat-jours. Je connaissais, carrément. Et voilà, donc maintenant je vais les voir dans 2 semaines. Excellent. Pour voir un peu comment ils font tous ces biomatériaux pour pouvoir faire la même chose ici. Ma copine qui est architecte, apparemment il y a de la place pour des biomatériaux comme des faux plafonds, des briques d'isolation. En fait, je pense que c'est assez limité par l'imagination, vu qu'on a un matériau qui ressemble à du Sagex. Tout est possible. Là, vraiment, le premier projet pour moi qui m'intéresse vraiment, c'est avec le brasseur, c'est de récupérer ces drèches et faire des emballages pour ces bouteilles. Donc comme ça, pour envoyer ces bouteilles par la poste. Et donc on ferait son emballage de bouteilles avec ces drèches grâce au mycélium de champignons, à voir quel champignon on va utiliser pour ça. C'est bon ça. Très bon, ça serait une logique un peu globale. Exactement. Excellent. Donc vraiment zéro déchet pour lui et puis pour moi. Exactement. Magnifique. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre encore?
Du coup, on a fait le tour un peu sur le produit, le pourquoi. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre par rapport au... Si, est-ce que toi, dans ce projet-là, bon, déjà, est-ce que tu as eu des moments où tu as un peu douté? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as eu des moments où tu te dis qu'est-ce que je fais? Dans quoi je m'engouffre? Est-ce que... Ouais, clairement, là, la vie, elle est... quand on... J'aime pas dire que je suis entrepreneur parce que ça fait... J'aime pas ce mot, mais bref. Quand on devient entrepreneur, on a la vie au niveau émotionnel qui fait un peu des montagnes russes, dans le sens où on se dit « Ah purée, j'aurais pas dû le faire ». Et après, il y a quelque chose de super qui se passe. Ah, heureusement que j'ai fait ça, sinon... Après, ah non, mince. Et il y a des retards de commandes, il y a je pense régulièrement, il y a des doutes, il y a des On peut se sentir un peu seul quelquefois. C'est vrai qu'il y a des moments, je pense, enfin moi, en tous les cas, c'est ce que j'avais ressenti un peu dans mon projet. C'est qu'il y a des fois où on est tout le temps seul en fait sur les décisions qu'on prend. C'est ça, faut assumer les choix qu'on fait. Et c'est... Mais ouais, c'est pas toujours évident, mais au final, c'est assez agréable de se dire que même si on s'est trompé, on a appris. Tout à fait. Et puis, que l'échec fait partie de la réussite. Exactement, c'est ça. Et vu qu'on n'a pas la science infuse au moment où on commence, faut se dire qu'on prend un risque quand même. Mais on a la chance en Suisse, moi je suis en Suisse pour ça, donc c'est qu'on a tellement de filets de sécurité, même si on tombe tout au fond, on ne sera jamais à la rue, on ne sera jamais affamé ou quoi, non, donc on a vraiment cette sécurité-là qu'on n'aurait pas ailleurs. Donc je pense qu'il faut profiter. Du coup, ça t'offre une certaine sérénité. Exactement, et ce qui permet d'avancer, je pense, plus sereinement. Ouais, c'est se dire, c'est plutôt, ça permet de se lancer plus facilement. Parce qu'en fin de compte, c'est difficile de toucher le fond. C'est difficile d'atteindre des millions en une semaine, mais c'est difficile de toucher le fond aussi. Donc là, on a cette sécurité en Suisse qui est vraiment très, très agréable. Mais oui, c'est quand il y a quelque chose qui ne marche pas, faut trouver une solution. Et puis au final, on ne prend pas la bonne solution, donc ça marche encore moins que ce qu'on avait prévu. Et on attend une semaine et on a une autre solution. Et après, on rencontre. Ce qu'on disait tout à l'heure, un peu hors caméra, c'est que, en fait, au travers de mon projet, c'est quelque chose qui risque de se répéter peut-être au travers des vidéos, mais au travers de mon projet, j'expliquais à Michael que quelque chose qu'on partageait, c'est que finalement, une fois que l'idée est là, une fois qu'on commence à se mettre en action un peu dans cette idée-là, naturellement les choses viennent en fait. Et en fait, ça se greffe presque sans le vouloir. Je ne sais pas de quel registre c'est. Je sais pas. Je ne sais pas de quoi on parle, mais en tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a clairement un truc qui se passe. Mais c'est ça. Mais après, je ne sais pas. Pour le brasseur, donc Xavier, moi, je cherchais des drèches pour faire des tests sur des drèches à Genève. Et j'ai cherché Drèche Bio Genève, je suis tombé sur son site, j'ai écrit un mail et puis tout de suite, dans les 10 minutes qui ont suivi, je reçois un mail en retour, il me dit « Ah mais pas de souci, tu peux passer demain, j'ai des drèches et j'ai peut-être un espace de production pour toi. » Excellent. Moi, je cherchais un espace. En fait, je crois qu'il y a un peu aussi, il n'y a peut-être pas que de la magie, mais il y a un peu aussi l'audace. Je pense qu'il y a un petit peu de... Quand on pousse un peu de certaines portes, quand on enlève les barrières psychologiques pour certaines choses, ça arrive plus facilement. Et je crois que beaucoup de blocages sont d'ordre... Si on fait rien, il n'y a rien qui arrive. Donc, je ne sais pas ce qu'il disait, mais la chance, c'est des compétences et des opportunités. Donc, si on ne crée pas les opportunités, on peut toujours dire « j'ai pas de chance ». Complètement. Je suis d'accord avec toi. Donc et puis les rencontres, c'est exponentiel. Moi, j'ai rencontré Xavier, qui m'a permis de rencontrer je ne sais pas combien d'autres personnes, avec qui moi j'ai pu faire rencontrer d'autres personnes. Et du coup, il y a un réseau qui grandit. Qui est en train de se tisser. Mais faut pour ça faire le premier pas. C'est la personne qui a peur de se lancer. Si elle ne se lance pas, elle ne rencontrera jamais ces personnes qui pourront lui ouvrir vraiment tout le panorama. Exactement. Alors qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est large. Alors que quand on est tout seul vraiment au début, je n'osais pas parler de mon projet. Mais déjà, je vais devenir cultivateur de champignons. Il ne faut pas que j'en parle trop parce que tant que je ne suis pas sûr d'avoir... Exactement, c'est ça. On va se moquer de moi, on va me tourner en ridicule et tout. Donc
Au début, non, il ne faut pas en parler. Après, on se dit, OK, j'essaye d'en parler, et on se rend compte qu'on a un très bon retour sur... vu qu'on est convaincu du projet et que bon, faut pas avoir un projet non plus qui traumatise des enfants. Non, d'accord. mais avec un projet humain, en tout cas, c'est assez simple de convaincre des gens. Je pense que là, pour le coup, je vais parler un peu d'énergie, mais je pense que clairement, quand on croit en nos idées, quand on croit en nos projets, on rayonne quelque chose, il y a quelque chose qui jaillit de nous. Et qui fait que je pense que les choses après se font beaucoup plus facilement. C'est sûr. Que les gens vont du coup récupérer cette énergie, ils vont croire en nous, ils vont nous accompagner et du coup c'est... Ouais, c'est ça, mais faut vraiment... Je pense que c'est ça, c'est du langage non verbal aussi. Complètement. Enfin, si on n'y croit pas à son projet et qu'on n'est pas sûr, on peut avoir le meilleur projet du monde, mais ça va être l'adéquation entre l'idée et la personne qui ça va pas matcher. Alors que si quelqu'un est avec les compétences nécessaires, croit en lui en fait, et puis le projet il est valable. C'est ça. Là ça match. Et là on permet d'entraîner du monde et puis même de suivre d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes. Et là il y a vraiment, je pense cette année 2018, pour moi en tout cas, j'ai vu énormément de projets, j'ai fait énormément de rencontres et de hasards qui se sont produits, qui m'ont permis d'arriver à avoir un entrepôt de 700 mètres carrés, des grottes sous le bois de la bâtie. Il y a eu un enchaînement exactement, de circonstances. Exactement. Et puis je pense que là aussi, ce qui se passe, c'est là où pareil, on en parlait un peu hors caméra, mais je pense qu'on est clairement dans une transition, un changement de paradigme qui fait qu'en fait, des projets justement comme ça qu'on aurait pris pour ridicules il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui, ils sont évidents, on est convaincu de la chose parce que derrière, on revalorise des déchets, il y a un aspect écologique, il y a de la création de valeur, il y a toute une logique vertueuse qui fait qu'on commence à comprendre que ces modèles économiques en fait, sont clairement valables. Et je pense qu'on va aller vers une société qui sera de plus en plus constituée de gens qui vont produire en local, qui vont se tourner vers des choses qui les passionnent, enfin tout ce dont on parle un peu sur cette chaîne-là. Mais je pense on est clairement en fait à l'aube d'une nouvelle manière je pense, de réinventer la vie économique et les acteurs de cette je pense que en fait, il y a de plus en plus de personnes qui se plaignent. Je disais tout à l'heure, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui réalisent que se plaindre, c'est pas suffisant. On a beau aller manifester tout ce qu'on veut, au final, en manifestant, on monte nos idées, d'accord. Mais s'il y avait un pourcentage des manifestants qui passaient à l'action, c'est clair, il y aurait beaucoup plus de changements. Exactement. Donc, bien entendu, ceux qui n'ont pas encore changé, là, il faut bouger. Mais oui, il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, quand on voulait lancer une entreprise, on allait chercher des sous auprès des banques, auprès de l'État, et puis on disait, est-ce que le projet est rentable ? Pas est-ce qu'il est utile ? Vous voulez vendre des armes ? C'est forcément rentable. Ok, on fait une subvention de l'État. C'est ce qui s'est passé pour des fabricants d'armes, même en Suisse ou en France. Bien sûr. Voilà, donc c'est des entreprises rentables, donc on subventionne maintenant. Mon entreprise est subventionnée par Ginov, donc par Genève. Et c'est juste de se dire, ok, est-ce que vous êtes innovant ? Oui ou non ? Est-ce que vous êtes rentable, viable ? C'est oui ou non. Et puis si on est utile, viable, il n'y a pas de raison qu'on ne nous aide pas parce que c'est bon pour la société, c'est bon pour ceux qui nous subventionnent. Complètement. Non, je valide totalement. Et alors, hors caméra, pareil, tout à l'heure je te demandais si toi, tu me disais que tu n'avais pas eu forcément de modèle pour te lancer dans cette idée-là. Est-ce que malgré tout, tu as eu un petit peu des références ou des gens qui t'ont inspiré un petit peu, qui t'ont donné un peu le goût, soit à l'entrepreneuriat, soit cette logique d'aller vers tes rêves finalement? Est-ce que tu avais peut-être dans ton entourage Je pense que ce n'est pas tellement une personne en particulier qui donne envie. Après, c'est vraiment un ensemble d'influences. Enfin, j'ai eu cette idée de cultiver des champignons à la base. C'est même pas forcément mon idée, je suis pas le premier à le faire, ça se fait ailleurs dans le monde. Mais j'avais cette idée-là. Et puis, j'en ai parlé sans chercher forcément à me lancer au début comme entrepreneur, ouvrir une SA, ouvrir tout ça.
Et puis la première personne à qui j'en ai réellement parlé, elle m'a dit ah, mais moi je te subventionne à hauteur de 10 000 francs si tu y vas. Je fais bah ok, il me reste plus qu'à trouver le reste pour faire une grosse entreprise. Mais après les autres, et puis de la famille qui y croit, des amis qui soutiennent. C'est tous ces facteurs finalement qui ont fait que tu t'es engouffré dans la brèche. Quoi. Et j'ai plus l'impression d'avoir été poussé à le faire que de m'être dit ok, j'y vais, je dois tirer les gens vers moi pour chercher tout ça, mais plutôt j'ai parlé de mon projet simplement, dire moi je crois que ça peut marcher, j'ai les compétences pour le faire, qu'est-ce que vous en pensez? Et là vas-y, et puis tu sais le faire, vas-y, et puis démerde-toi, on te fait confiance. Magnifique. Et c'est plus ça qui m'a inspiré en fait, c'est de voir que les gens y croient en moi et en ce projet-là surtout. Excellent. Et aux deux, et puis se dire ok, vu je peux pas les décevoir, donc je vais aller à fond. Donc j'y vais et puis je lance le truc et puis et ça c'est parti et puis exactement. Je me laisse porter par la vague et c'est tous les gens qui sont derrière maintenant. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus maintenant. C'est pas derrière moi, même si moi en fait ce que j'aimerais vraiment, c'est créer une entreprise que même moi si je pars, il y aura toujours quelque chose qui puisse le porter. Carrément. Cool. Écoute, en tous les cas, Michael, on te souhaite plein de succès, plein de réussite. Merci. Plein de champipi. Et puis merci à toi en tous les cas de faire cet effort-là pour je pense, c'est clair que ça place aujourd'hui pour améliorer un peu les choses. Je m'éclate. Tu fais ta part, comme on dit, tu fais ta part de colibri. Exactement. Et c'est parfait. Et alors, je ferai un petit bonus, je ne sais pas si je couperai ça ou quoi, mais tu as dû certainement t'intéresser à la partie un peu... je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent aux champignons pour tout un tas de trucs au niveau médicinal, enfin, on sait, Pasteur et compagnie. Mais j'avais entendu qu'il y avait des recherches qui avaient été faites pour mettre en culture des réseaux de champignons pour tracer des lignes de métro, parce que c'était... Alors c'est le blob, il faut aussi faire une recherche dessus. Alors c'est une amibe géante, c'est pas vraiment un champignon, ça ressemble... En fait, le genre fungi, c'est ni animal ni végétal. C'est ça. Il y a différents groupes et il y a des choses qui sortent de ce groupe-là, il y a des choses qui retournent, il y a je ne sais plus si les algues ont été à un moment dans les champignons ou pas, ou les champignons dans les algues. Enfin bref, il y a toujours des groupes comme ça. Et ils ont remarqué que avec ce blob, je ne sais plus le nom, mais on cherche blob, réseau métro de Tokyo. Et on voit qu'en gros, ils ont fait une expérience où ils ont mis des points de nourriture représentant les grandes villes, représentant les grandes villes, et des points où il n'y avait absolument pas de nourriture représentant les montagnes, où on ne pouvait pas faire passer le métro. Et ils ont mis ce blob-là dedans, et ils ont regardé comment ils reliaient entre les points de nourriture, quel réseau ils faisaient entre les points de nourriture. Et c'était les réseaux les plus efficients. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'ils se sont dit, c'est ce qu'ils ont constaté, c'est qu'on a un réseau de communication efficace, rapide, et qu'on peut reproduire au sein d'une ville. Et alors l'autre truc scientifique que j'avais entendu à propos des champignons, c'est je crois qu'ils participent énormément principalement en forêt. En fait, il constitue un réseau apparemment de communication entre guillemets, entre les arbres, les différentes cultures, etc. Et apparemment, ça permettrait les transmissions d'informations. Enfin, je sais pas si. Alors, il y a pas mal. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle La communication des arbres. Juste, c'est là-dedans que je crois que c'est ça. Très, très... après, je peux pas rentrer dans toute la description du film, mais il faut le voir parce que. Cool. Bonne référence. Exactement. À propos de la nature en soi, en fait. Et justement, pour moi, le champignon, c'est un peu la partie oubliée de la nature. Clairement. C'est quand on maîtrise très bien aujourd'hui la production animale, un peu trop bien. On maîtrise très bien la production végétale, mais on balance des fongicides dans les champs parce qu'on n'aime pas les champignons parasites. Donc, on tue en gros aussi les champignons qui peuvent être utiles. Et justement, ils sont oubliés. Donc, l'idée, c'est aussi de remettre un peu de champignons dans l'agriculture. Et si justement, je parlais tout à l'heure si ça permet d'être plus résilient, pourquoi pas cultiver des champignons qui permettent à des cultures d'être plus résistantes de façon naturelle. C'est pour ça que je voulais faire cette petite digression, parce que
je crois que ouais, le champignon, et comme tu l'as justement dit, c'est qu'au départ on le voyait vraiment soit comme un vilain petit canard, enfin un nuisible. Ouais. Et finalement, là, je crois qu'on est en train de retourner le truc et on est en train de voir que finalement, il peut peut-être nous aider sous plusieurs. Ouais, c'est ça, mais c'est justement parce que on démarre seulement, on apprend seulement maintenant à connaître vraiment le potentiel que les champignons peuvent avoir. Il y a des champignons qui sont capables de dégrader du coton en sucre. Il y a des champignons qui, les composteurs, ils décomposent les drèches en compost. Après, il y a les mycorhiziens, ils permettent d'amener des nutriments aux plantes. Et en échange, les plantes donnent du sucre aux champignons et ça augmente le réseau racinaire de l'arbre par le mycélium. Et puis un arbre, il vit beaucoup mieux s'il a un partenaire que s'il n'a pas. Incroyable. Et je crois même, si on remonte avant l'histoire de l'humanité, il y avait des plantes qui vivaient avec et des plantes qui vivaient sans champignons, sans symbiose avec les champignons. Et en fonction des cataclysmes, après les cataclysmes, je veux dire, les plantes qui ont survécu, c'est celles qui avaient une aide. Exactement. Wow. Et c'est pour ça que jusqu'à très récemment, on n'avait que des plantes quasiment qui avaient une symbiose avec un champignon, ou un ou plusieurs. Cool. Mais on remarque maintenant que dans l'agriculture, parce qu'on a tellement balancé de fongicides sur les plantes pour empêcher les parasites, qu'il y a des variétés qui vivent sans cette symbiose. Et ce qui peut être bon ou mauvais, mais ça veut dire qu'elle peut s'en passer. C'est-à-dire que si elle est moins résistante et plus fragile à l'invasion de parasites. Voilà, merci pour cette digression parce que du coup j'en profiterai pour réaborder le sujet avec Olivier qui lui est spécialiste en permaculture et vous verrez, il nous expliquera un peu justement ces histoires de collaboration avec les champignons. Et ça sera l'occasion d'aborder d'autres sujets. En tout cas, Mickaël, encore une fois, merci. Je t'en prie. C'était bien sympathique. Et puis, un grand succès à toi. J'ai plus rien, mais... Trinquons à la bière de ton voisin. Okay. Et puis, plein de succès à toi. Yes. C'est cool. Voilà. Nickel, mec.